Bienvenue dans Parole de journaliste. Parole de journaliste revient avec Kerwin Maïzo. Kerwin Maïzo et Roger Moussandji pour analyser l'actualité internationale, mais plus précisément l'actualité congolaise, l'actualité politique surtout, parce que Kerwin et moi, je pense, nous aimons beaucoup la politique et vous l'avez sûrement compris depuis au moins une trentaine de numéros de Parole de journaliste. Kerwin, bienvenue. Bonjour Roger, bonjour à tous. Bonjour. Kerwin Maïzo, voilà, Parole de journaliste. Nous sommes dans les rues d'une petite résidence ici à Paris, dans le 78. Mais dis-moi Kerwin, je te vois un peu fatigué aujourd'hui. Je sais que tu es un homme occupé, mais est-ce que c'est la radio? C'est quoi? Ce week-end, j'ai eu du mal à t'avoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu disparais, c'est le combattant, c'est qu'est-ce qui se passe? Tu deviens discret. Non, la radio. J'ai eu du mal à t'avoir. La radio, on va faire les shows tout à l'heure, comme l'émission cette fois-ci exceptionnellement est enregistrée le lundi. On va faire les shows tout à l'heure là sur RFI et là c'est mondial quoi. On va parler à nos 46 millions d'auditeurs. Mais moi je sors de la Suisse, en fait j'étais à Lausanne. Ouais. La Suisse qui nous suit beaucoup parce que j'étais dans une salle où les gens n'ont pas arrêté de me parler de Parole de journaliste et de l'analyse que je fais sur Congo Mikili. Donc j'étais à Lausanne parce qu'il y a un garçon qui est producteur d'événements en Belgique. Hein. Il s'appelle Francis Atoun Amio, qui est le propriétaire de Franatam et qui avait épousé la fille d'un ancien saxophoniste du tout puissant hockey jazz qu'on appelait Souris Congolo. La fille s'appelle Solange Congolo, donc ils se sont mariés, ils habitent, les garçons habitent en Belgique, la fille à Lausanne, et ils se sont mariés à Lucerne. Donc du coup... Ouais, non mais attends, donc moi ce que je comprends là, tu me parles d'un mariage, ok, mais serais-tu devenu une vedette via Parole de journaliste et les analyses? Bien que nous savons très bien que Kerwin, tu étais déjà une personnalité en RDC, sur Raga, mais là aujourd'hui ta visibilité est encore plus amplifiée. Dans la communauté congolaise, on dira, parce que moi j'ai une visibilité mondiale. Je suis écouté par 46 millions de personnes. Quand nous sommes avec certains amis, par exemple Vladimir Kagnorali et Soro sur France Inter, on est écouté par des millions de personnes. Donc j'ai déjà une grande visibilité, mais Parole des journalistes en a ajouté dans la communauté. Imagine-toi que j'étais dans la salle, les gens n'arrêtaient pas de m'interpeller. Chaque fois que je passais, les gens n'arrêtaient pas de m'interpeller pour me poser des questions à caractère politique ou pour me parler soit de l'analyse, soit des paroles des journalistes. Je me suis dit, bon, ben, Tidion, si ça marche, hein, tant mieux. On ne va pas cracher dessus. Hein. Alors, j'ai dit bonjour, disons merci à tous nos amis de la Suisse qui nous suivent beaucoup, j'ai bien parcouru la Suisse pendant le week-end. Et je dis surtout merci à Willy, Mami, Matouchar Lokassa qui m'ont fait visiter leur beau pays, des Zurich en passant par Berne, Neuchâtel, Bienne et Lausanne. Ça c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Kerwin Maïzo, l'analyste politique qui passe quand même un petit coucou. Mais c'était une façon d'être reconnaissant et de dire merci aux gens. Oui. Et qui surtout, nous suivent merci à tous ceux qui nous suivent. Et voilà. Par rapport à l'accueil que tu as reçu aussi là-bas. Ouais. De Londres aussi nous regardent de temps en temps. Hein, les comédiens de théâtre, puisqu'il était dans la salle, et ils nous regardent aussi de temps en temps. Mais c'est une bonne chose. On enchaîne, Kerwin, sur l'actualité politique, l'actualité congolaise. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. On renvoie le jingle ou on enchaîne comme ça? Non, on envoie les jingles. Jingle. Kerwin Maïzo, premier sujet politique que nous allons traiter aujourd'hui, c'est ce fameux dossier, toujours de la RDC bien sûr, mais de cette proposition belge qui a pu surprendre bon nombre de gens. Moi, je l'ai découvert sur le site de Radio Okapi. On découvre que finalement, la Belgique propose à la RDC un plan Marshall qui pourrait aider la RDC à sortir de ces difficultés aussi bien économiques, politiques, la guerre, les difficultés avec le M23. Mais pourquoi un plan Marshall? Moi, je voudrais bien, parce que bon nombre de gens qui vont nous suivre, peut-être qu'il faudrait déjà commencer par leur expliquer qu'est-ce qu'a été le plan Marshall pour qu'aujourd'hui on propose ça aux Congolais.
Bon, il faut faire déjà une précision. Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, et son collègue de la coopération, Jean-Pascal Labille, ont fait une proposition à New York le 25 septembre sur un plan Marshall pour l'Est du Congo ou pour le Kivu. Ils n'ont pas fait un plan Marshall pour le Congo, mais ils font un plan Marshall, le Congo qui est un et indivisible, ils font un plan Marshall pour une partie du Congo qu'ils appellent l'Est. Je ne sais pas si c'est la République de l'Est du Congo, ou je ne sais pas, mais ils font un plan Marshall. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les pays européens ont été détruits par des bombardements, et qu'ils étaient vraiment exsangues, qu'ils n'avaient plus rien du tout, il y a un ministre américain du nom de Marshall qui a organisé un plan de financement énorme des économies européennes pour la reconstruction. Donc, ils ont donné des sous pour reconstruire l'Europe qui était détruite. Bien que ce dernier temps, j'ai discuté un peu avec Patrick Mbeko qui m'a parlé d'un accord secret qui incluait en même temps la création de l'Union européenne, voilà, qui, si on regarde bien, ressemble à une colonie des États-Unis qu'autre chose. Et voilà, c'était ça en fait le plan Marshall. Et en français, on a pris l'habitude, chaque fois qu'un pays est détruit, et l'appel des fonds massifs que l'on fait pour la reconstruction de ces pays, on parle prosaïquement d'un plan Marshall. Exactement. Alors, ce qui me choque, ce n'est pas qu'ils aient parlé de plan Marshall. Ce qui me choque le plus, c'est le fait qu'ils aient proposé ces plans Marshall d'abord pour l'Est du Congo et pour le Kivu. Mais il y a encore plus. Là, j'ai entre les mains les livres que vous connaissez de Patrick Mbeko. Je vais me permettre, pendant moins d'une minute, de vous lire un passage de ce livre qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Ce livre a été imprimé en février 2012. Et là, nous sommes au mois de septembre 2013, soit une année et 7 mois. Le livre de Patrick Mbeko, c'est « Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources de minières du Congo par les Rwandais interposés », c'est le Nègre éditeur, c'est en 2012. Erwin, on va s'arrêter, on arrête la voiture et on va écouter la lecture de ce passage que tu extrais du livre, dont tu extrais, pardon, c'est un passage extrait du livre de Patrick Mbeko. On t'écoute. Bon, là, je prends la page 521, je vous lis juste un extrait. Cette entreprise maléfique est fortement soutenue sur le terrain par des organismes tels que Paul Institute, que d'aucuns surnomment les think tanks de la balkanisation du Congo, et qui roule depuis belle lurette pour la cause Tutsi dans les territoires de l'Est. En réalité, c'est même la raison principale de sa création, explique le chercheur allemand Helmut Strizek. L'Institut Paul, dit-il, a été créé et installé à Goma par des protestants européens pour les encourager à coopérer avec les envahisseurs rwandais. Les différentes églises protestantes, comme celle de la France, ont soutenu dès le début le règne de Paul Kagame en 1994 au Rwanda. Là, je suis en train de vous parler de Paul Institute. Voilà maintenant ce qui nous intéresse. Avant de continuer avec le fameux plan Marshall dont a parlé Didier Reynders. Alors, je continue. Ça, nous sommes maintenant, ça c'était la page 521, nous sommes à la page 522. La solution était apparemment l'Institut Paul qui fut, dès sa création, une sorte de succursale rwandaise au Nord Kivu. Et là, je saute quelques pages. Quelques lignes. Oui, quelques lignes, pardon. Voilà. Alors, fait remarquer les chercheurs allemands. En 1997, Madame Christiane Kaiser organise à Bonn, en Allemagne, une grande conférence qui réunit les membres d'ONG internationales, d'églises, politiciens allemands et des membres de la société civile du Kivu pour discuter de la situation désastreuse que traverse le pays en pleine guerre. Durant la dite conférence, des politiciens allemands approchent deux délégués de l'association Sima Kivu à qui ils proposent les deals suivants. Suivez bien. Étant donné que Kinshasa est très éloigné des préoccupations du Kivu, vous avez intérêt à vous tourner vers l'Est de l'Afrique. En votre qualité de leader de la société civile kivusienne, vous pouvez convaincre votre population de son intérêt d'une alliance avec le Rwanda. Par ailleurs, l'Allemagne et l'Union européenne disposent d'un projet de plan Marshall pour le développement du Kivu
à condition que vous acceptiez de vous détacher du Congo et de vous rattacher au Rwanda. Les délégués de Simakivu rejetèrent la proposition et comprirent immédiatement que cette conférence, organisée par la responsable de pôle, visait en fait le morcellement du Congo au profil du Rwanda. Patrick Mbeko l'a dit, nous sommes en février 2012 et pour des faits qui ont eu lieu en 1997. Donc le plan Marshall, si on comprend bien Kerwin Maïso, c'est un plan qui était déjà dans les tiroirs de la communauté européenne depuis 1997. 97, ça figurait déjà dans les tiroirs, dans les bons dossiers de l'Union européenne. Pour morceler le Congo, le balkaniser et détacher les Kivu au profit du Rwanda. Une affirmation soutenue par les écrits de Patrick Mbeko. De Patrick Mbeko qui cite des sources connues et sûres qui sont dans son livre. C'est à la page, commencé à la page 521 jusqu'à la page 522. Voilà le vrai sens de ce fameux plan Marshall pour le Kivu. Comment expliquer que le Congo qui est individu, on a pris l'habitude de nous inculquer un vocabulaire qu'on appelle l'Est du Congo. Ça veut dire quoi l'Est du Congo? Moi je connais que le Congo, je ne connais pas l'Est du Congo, je ne connais pas l'Ouest. Ceux qui meurent au Congo, ce sont des Congolais. Parce que tout Congolais de n'importe quelle province est libre de s'établir où il veut. Il y a des Congolais du Bas-Congo qui sont au Kivu, il y a des Kivusiens qui sont au Katanga, il y a des Katangais qui sont au Kivu et qui meurent dans cette guerre. Et lorsqu'on mobilise l'argent de l'État congolais qui appartient à tous les Congolais pour lutter, entre guillemets, même mollement, contre la guerre qu'il y a autour de Goma, ce n'est pas l'argent de tous les Congolais? Ce n'est pas tous les Congolais qui serrent la ceinture? Alors pourquoi ils peuvent nous parler d'un plan Marshall pour... Alors, comme toujours, on a l'habitude effectivement d'entendre tes étonnements ou tes analyses qui soulèvent en fait une incompréhension par rapport à l'attitude du gouvernement congolais. Comment peux-tu alors expliquer aujourd'hui que un gouvernement qui dirige un pays comme la RDC puisse si facilement, systématiquement tomber dans des pièges qui pourraient, comment dirais-je, dans des pièges qui figurent déjà dans des livres. Tu viens de nous sortir un livre qui a été énormément acheté aussi par le gouvernement congolais, il ne faut pas l'oublier. Donc ces gens-là ont lu Patrick Mbeko, ont les mêmes sources que toi et moi, et comment finalement tu peux nous expliquer que ces gens-là qui dirigent la RDC n'arrivent toujours pas à faire face et à éviter les pièges tendus par la communauté internationale? La réponse elle est toute simple. Après cette proposition de Didier Reynders qui ressemblait à une proposition mafieuse, les gouvernements dits congolais, je mets gouvernement entre guillemets, étaient favorables à ça. Ils l'ont dit, hein. Ils l'ont dit. Mais c'est pour ça. Ils étaient favorables à ça. C'est pour ça, ma question, elle vient de là. La réponse est toute simple, c'est de la haute trahison. Les gens qui sont au pouvoir à Kinshasa bossent pour des intérêts autres que ceux du peuple congolais. Parce que si un écrivain est capable de nous sortir un dossier comme le dossier sorti par Patrick Mbeko dans son livre, on peut s'étonner que les services secrets congolais ne puissent pas avoir ces informations. On peut s'étonner que le ministre de l'information qui aime bien défendre tout et... Ah, mais il était favorable à ça, lui. Il était favorable. Ils ont répondu favorablement à ce projet de plan Marshall. Et grave encore, vous allez faire un plan Marshall pour les Kivu pendant que la guerre n'est pas terminée. Donc vous allez investir dans la guerre. Autrement dit, ils disent, c'est un message subliminal, c'est-à-dire la guerre c'est nous. Dès que vous acceptez le morcellement du Congo, nous on même faire la guerre et le Rwanda, qui gère bien selon eux, va récupérer les Kivu et les développer. Mais le Rwanda ne gère pas bien. Comme l'a dit monsieur Ntwagiramungu sur France 24, il a dit que Kagame n'est pas un bon gestionnaire comme on veut nous le faire croire. Parce que Abiyarimana gérait déjà bien les Kivu. La seule différence qu'on trouve entre Abiyarimana et Kagame en matière de gestion, c'est que Kagame a nettoyé les sachets. Donc il a interdit les sachets. Parce que certaines personnes veulent brandir les nouvelles technologies. Ah ouais, les Rwandais sont connectés, les écoles primaires ont Internet. Mais à l'époque de Abiyarimana, Internet était assez balbutiement. À supposer qu'Abiyarimana soit en vie aujourd'hui, il aurait fait la même chose. Installer Internet, non, ça c'est pas un mérite.
Et même l'émission Afrique Presse où un certain monsieur Sidiki Kaba disait que qu'il y a une dame qui a démontré noir sur blanc que le développement économique du Rwanda, c'est la conséquence du pillage des minéraux congolais. Il y a un Africain qui dit, ah oui, même si c'est des minéraux volés, c'est au moins bien géré par le Rwanda. Comme si la bonne gestion des biens volés justifie les viols, le vol. Ça, c'est pas normal. Donc, moi, j'ai dit, après avoir proposé ces plans Marshall, sans mettre d'abord fin à la guerre, implique un aveu que la guerre que nous connaissons au Congo a des fils ici en Occident. Certains pays occidentaux savent de quoi il en retourne. Et comme par hasard, après la proposition du plan Marshall par Didier Reynders et M. Labille, c'est Louis Michel maintenant qui fait aussi, qui va de son petit discours. Il va produire une tribune dans les différents journaux belges qui s'intitule L'exemple rwandais. 20 ans de réponse institutionnelle au Rwanda, où il démontre que c'est un des rares pays, ou sinon le seul africain, qui va atteindre les objectifs du millénaire définis par l'UNESCO en l'an 2000 sur l'éducation, la culture et ceci, cela. Heureusement qu'il a été contesté par monsieur Peter Verlinden. Ce que nous autres Congolais on n'a pas fait. Bon, heureusement qu'il y avait un journaliste belge pour le faire. Pour résumer, Kerwin, le plan Marshall, c'est un plan concocté depuis les années 97. Ouais. Ça figure déjà, et bien plus encore, mais bon, Patrick Beko nous parle des années 97. Et aujourd'hui, il passe en action. Il passe en action avec cette proposition, et le gouvernement congolais, encore une fois, tombe dans le piège, puisqu'ils ont manifesté leur accord. Non, mais ils ne sont pas tombés dans le piège, ils y participent, ils font partie du projet. Dire qu'ils sont tombés dans le piège, c'est être gentil. Ils font partie du projet, ils sont là-dedans. C'est juste que les autres ont donné les laits ou les la, et ils dansent la musique. Et une musique qui est jouée depuis longtemps, dont ils participent. La guerre du Congo, je le répète pour la 1000e fois, a des commanditaires, des sous-traitants et des exécutants. Et le gouvernement qui est au pouvoir à Kinshasa, c'est des exécutants d'un plan concocté depuis longtemps par les commanditaires. Alors, dont les exécutants, les sous-traitants, c'est le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, etc. Kerwin Maïzo, on va passer à notre deuxième sujet, qui est la fin des concertations nationales en RDC. Ces concertations nationales que tu avais surnommées le congrès du PPRD a finalement pu se tenir avec ou sans les combattants, avec ou sans les vrais membres de la diaspora, puisqu'il y a des gens qui se sont présentés comme étant de la diaspora, mais pourtant ils résident déjà en RDC depuis un certain temps. Qu'est-ce que toi tu as compris, puisque on a remis des rapports, Joseph Kabila a promis de prendre des décisions, on parle déjà d'un remaniement ministériel, mais on nous dit que Matata Mponyo sera sûrement reconduit, puisque comme tu le sais si bien, Matata c'est l'homme de la Banque mondiale, c'est l'homme du FMI. Donc qu'est-ce que finalement les concertations nationales ont apporté à la nation congolaise? Rien du tout, c'est un non-événement. Je te dis vraiment que c'est un non-événement, et en parler, débattre là-dessus sans être vulgaire, ça ressemble à du passe-temps. Parce que l'objectif normalement de réunir les Congolais, c'était de retrouver la cohésion nationale. Mais là, la cohésion nationale, on ne l'a pas eu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la cohésion nationale? Le problème de légitimité du pouvoir n'a pas été résolu, et le contentieux électoral n'a jamais été résolu, donc c'est resté comme tel. Donc c'est juste que on prend tous les traîtres qui faisaient semblant d'être dans l'opposition. Sur ce point que tu soulèves quotidiennement, contentieux électoral, légitimité, nous sommes quand même quasiment à 3 ans bientôt après les élections de 2011. Va-t-on en 2016, lorsque finalement il y aura une possibilité ou une énième organisation d'élections présidentielles, Kerwin Maïzo, tu viendras, ou vous viendrez, nous expliquer que non, ces élections n'ont pas à avoir lieu, puisqu'il y a les élections de 2011 qui n'ont pas été résolues. Ah oui, les élections n'auront pas lieu.
On ne va pas faire 2016 comme 2011 avec Malo à la CENI. Hein, ça sera fraude révélante. C'est différent. Non, on ne le fera pas. Non, mais c'est différent. Si les choses ne dépendent que de moi, on ne le fera pas. Monsieur Maïzo, on va revenir aux élections de 2011, on les tire au clair. Monsieur Maïzo, c'est différent de dire, comment dirais-je? C'est un mandat qui est illégal. Que les personnes qui vont gérer la CENI ou qui vont organiser les élections n'ont pas à être là, c'est pas leur place comme Malou et autres, et de dire que ça ne se fera pas. Pourquoi, selon vous, on n'aura pas à faire les élections? Mais parce que il y a une mandature qui va finir. Parce que après une fraude électorale, la loi électorale est claire, on annule les élections. Tant que on n'obéit pas aux prescrits de la loi électorale, à quoi ça sert de faire une mandature qui est illégale? Je t'informe qu'aujourd'hui, lis le journal Le Monde et la France aujourd'hui, oui, dans la ville de Corbeil, oui, où Monsieur Dassault, oui, c'est lui qui fabrique les avions Mirage et tout ça, oui, Monsieur Dassault est maire, le juge a lancé une enquête pour arrêter des gens qui ont acheté des voix. Hein? Ils ont dépensé, quelqu'un a même parlé d'avoir dépensé 100 000 € pour l'achat des voix. Je ne parle pas de fraude électorale, je parle de l'achat des voix. Mais là, aujourd'hui, là, quelle élection municipale passée? Depuis combien de temps? Des gens vont partir en prison suite à ça. Chez nous, au Congo, cela n'empêche que le... Ah ben ici en France, on invalide. Hein. Lorsqu'on a des preuves, après, lorsque le juge va finir son enquête, nous sommes là. Hein. On reviendra dans la parole des journalistes pour expliquer aux gens qu'on a invalidé l'élection de la personne qui a bénéficié de ces fraudes. Il y a une réactivité, Kerwin. Les élections sont invalidées très très vite ici. Monsieur Dassault a déjà été invalidé. Là aujourd'hui, comme nous on le fait pas il est représenté par un de ses sbires qui bien sûr. Ouais, mais la longueur du temps n'est pas une raison pour avaler une fraude. Si on te vole ta voiture, Roger, même après 3 ans, si tu la retrouves, tu la récupères. Non, mais moi, je voudrais juste comprendre quelle sera l'attitude de M. Maïzo en 2016, lorsqu'on va présenter des élections, on va devoir voter encore pour un nouveau président congolais. Kerwin Maïzo viendra nous dire, n'allez pas voter, parce qu'il y a un contentieux électoral, parce que M. Tshisekedi... non, moi je ne vais pas parler de Tshisekedi, moi je parle de contentieux électoral. Vous savez, ça ne concerne pas que Tshisekedi. Il y a des gens qui sont au Parlement, il y a des gens qui sont au Parlement qui sont nommés. Attendez, on vient de parler de Tshisekedi. Mais M. Maïzo, je ne vous entends pas parler de M. Tshisekedi. Mais, où est M. Tshisekedi? Entendez-vous le son... Une déclaration des écrits de M. Tshisekedi? Ce n'est pas normal, un leader politique doit parler. Un leader politique, ce n'est pas normal. Dans ces pays-là, il nous faut un bilan. Il y a eu mais vous ne me posez pas de questions sur le silence de M. Tshisekedi? Mais justement, je suis en train d'en parler. On est dans un pays où il n'y a jamais eu de bilan. Il y a eu Kasavubu et Lumumba, on tue Lumumba, jamais de bilan. Mobutu arrive. On essaie de faire son bilan pendant la conférence nationale souveraine. On ne va pas jusqu'au bout parce que les 2 commissions sensibles, bien mal acquis et assassinat, on n'en parle pas donc. Pas de bilan. Mobutu est au Maroc. Il n'y a pas de bilan. Après, Laurent Désiré Kabila arrive. C'était la calamité. Pas de bilan. Et on est dans un pouvoir actuel où on continue comme ça, sans connaître notre passé, sans connaître notre bilan. Monsieur Tshisekedi attend quoi pour dicter ses mémoires? Il y a eu dernièrement, vous savez, à l'ONU, ça arrive souvent, hein, quand il y a un conflit de légitimité dans un pays, que vous vous retrouviez à l'ONU avec 2 délégations. Dans des cas différents, je vais dire mutatis mutandis, on a connu par exemple 2 Chines, où il y avait la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek, qui s'est présentée avec la Chine de Mao à l'ONU. On a eu, il y a beaucoup de cas, même à l'époque de Lumumba, il y a eu 2 délégations à l'ONU. Si M. Tshisekedi estime qu'il a été élu, pourquoi n'est-il pas allé à l'ONU qu'on se retrouve dans un cas de figure où il y avait des délégations? Bon, si on l'empêche de sortir... Déjà, M. Tshisekedi, il a prêté serment en tant que président, ok? Il n'a jamais nommé de gouvernement. Comment voulez-vous fonctionner en quelque sorte? Oui, mais moi je me pose des questions. Il faut se poser réellement des questions. Vous n'allez pas à l'ONU, mais à la rigueur, vous envoyez ne fût-ce que les discours que vous auriez lus si vous y étiez, à la presse pour savoir, voilà, moi, M. Tshisekedi, mon point de vue par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba, mon point de vue par rapport à la guerre en Syrie, mon point de vue par rapport à la décision de l'Union africaine, disons, aux velléités de l'Union africaine de quitter la CPI, mon point de vue
par rapport, par exemple, au dossier qui est sorti aujourd'hui dans le monde, les WWF, c'est-à-dire le Fonds mondial pour l'environnement, a déposé plainte contre la société Soko, qui fait, une société pétrolière britannique, qui fait de la prospection pétrolière dans les barrages protégés, pardon, dans le parc protégé de Virunga, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors c'est le Fonds mondial pour l'environnement qui dépose plainte. Le gouvernement congolais n'a pas déposé plainte contre la société britannique qui va polluer ce parc. Ça, c'est le quotidien du gouvernement congolais, Kerwin. Oui, le gouvernement congolais ne poursuit jamais, ne se plaint jamais. Et mais la position la faiblesse de du Congo, c'est ça. Oui, mais la position de M. Etienne Tshisekedi, nous aimerions la connaître. Pourquoi est-ce qu'il est silencieux? Il est allé en Afrique du Sud en revenant, on est allé le chercher brutalement à l'aéroport, on l'a ramené chez lui, et il a promis d'expliquer ce qu'il est allé faire en Afrique du Sud à la population congolaise. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais rien dit. Alors, on ne va pas continuer dans le silence. Lui, c'était, le cardinal Monsengo, c'était, et le pays s'en va à volo, nos leaders se taisent. Ce n'est pas normal. Nous ne connaîtrons jamais l'histoire politique de ces pays. Toute l'élite qui connaît cette histoire politique est en train de vieillir, est en train de mourir, en nous laissant dans notre soif, dans notre ignorance. Monsieur Bomboko, il est encore vivant, il est à Kinshasa. Oui. On a dit qu'il faisait partie du groupe de Mbinza, qui était une structure vraiment de services secrets, un peu bizarre, qui connaît beaucoup sur l'histoire politique de ces pays. Oui. Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne balancent pas? Ils sont financés. Ben oui, ben non, je dis monsieur Bomboko, sur le groupe de Mbinza. Ok, mais donc si je résume encore une fois, pour juste faire le point là-dessus, on s'étonne ensemble aujourd'hui du silence, malgré qu'on pouvait espérer plus de M. Tshisekedi. Finalement, ce silence peut beaucoup dire. Mais moi, j'arrive pas à comprendre alors, qu'est-ce qui fait que ce monsieur continue à être si populaire? Et surtout, au sein de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, oser écrire un papier sur M. Tshisekedi, c'est aller tout de suite, comment dirais-je, c'est se retrouver, face à des attaques, mais d'une virulence, je ne saurais même pas qualifier cela. Comment? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui Tshisekedi, malgré le silence, malgré les secrets que tu viens de nous dire, qui nous cache ou qui n'a jamais dit, pourquoi il n'écrit pas ses mémoires, le droit à l'inventaire, on demande tout ça. Mais pourquoi alors ce monsieur continue à être si populaire? Parce que lorsqu'on a vécu la dictature de Mobutu, qui était hideuse et horrible, et que, vu ce que ce monsieur représentait pendant la Deuxième République, on ne peut que garder un souvenir indélébile de lui par rapport à ça. Et les gens, disons, la population congolaise a ses défauts. On a souvent ces défauts, c'est qu'on réfléchit, on utilise beaucoup plus notre cœur que notre tête. Aimer un leader politique, avoir la même vision que lui, appuyer ce qu'il fait dans un pays en désespoir de cause, dans un pays en déliquescence comme celui-là, où les gens ont besoin d'un bouée d'oxygène, ont besoin d'un homme sur qui s'attacher, ont besoin d'un leader, ont besoin d'un guide, n'empêche pas aussi les gens de faire une espèce d'autocritique, de se regarder, de se dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être silencieux à ce point. Le silence devient tellement pesant que ça ne passe plus. Regardez par exemple Madame Aung San Suu Kyi en Birmanie. C'est une dame qui parle. Hein? La dame, elle voyage, la dame, elle parle, la dame, elle écrit. Exactement. Et pourquoi nos leaders ne parlent pas? Pourquoi nos leaders n'écrivent pas? Bon, Cardinal Monsengo dit quelque chose, Monsieur Etienne Tshisekedi dit quelque chose. Bon, Monsieur Tshisekedi surtout, aujourd'hui, Monsieur Monsengo a quand même un rôle auprès du pape aujourd'hui qui ne lui permet pas trop de s'exprimer politiquement ou s'occuper des affaires internes de la RDC. Oui, mais on a un pape très politique. Hein? Cela explique le silence de Monsengo. Mais un acteur politique comme Tshisekedi ne peut pas se permettre, n'a pas droit d'être aussi silencieux. Kerwin Maïzo, nous arrivons au terme. Aujourd'hui, on a tiré un peu plus l'émission. Il y a un troisième sujet. Oui, sur la visite des membres du Conseil de sécurité à Kinshasa. Oui. Ils sont allés, ils ont dit qu'apparemment la RDC, la solution, c'est une solution politique et non une solution militaire. Alors qu'on nous avait promis une force neutre qui devait neutraliser toute personne armée. Qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi pourquoi ce revirement de... Bon, il y a quelque chose de bizarre par rapport à ça. Déjà, ils sont arrivés à Kinshasa les jours de la clôture des concertations dites nationales. Pour des concertations qui violent les prescrits de la résolution 2098 du Conseil de sécurité, arriver le même jour à Kinshasa donnait l'impression que les deux membres du Conseil, les envoyés spéciaux du Conseil de sécurité, les Français et les Marocains, ont donné l'impression qu'ils sont venus appuyer ou valider les concertations nationales. Bon, c'était peut-être une fausse impression, mais il y avait un risque énorme d'avoir cette impression-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils proposent une solution politique. Moi, je suis d'accord avec eux. La solution politique, oui, c'est un conflit à caractère politique. Il faut tout simplement dégager ceux qui sont illégalement au pouvoir à Kinshasa. C'est ça la solution politique pour que les problèmes à l'Est soient résolus. Parce que si on dégage ceux qui sont illégalement au pouvoir, un parlement nommé, des dirigeants mal élus, même pas élus du tout, si on les dégage, on se retrouve avec des dirigeants responsables et ils vont combattre militairement le Rwanda et le M23 parce que nous on a la possibilité de mobiliser les troupes, les 30 000 Rwandais, quelque formation, quel que soit le niveau de leur formation, si le Congo mobilise des hommes motivés, c'est-à-dire que le Congolais aujourd'hui peuvent constituer des chars à canon, c'est ça? Non, pas des chars à canon. Nous, on a des gens bien formés à l'étranger dans le pays qui ont fait des grandes académies militaires. Ces gens ne demandent que avoir un bon commandement. Si les FARDC perdent la guerre à l'Est, la trahison vient de Kinshasa. Si on a un bon commandement à Kinshasa, on mobilise tous nos anciens qui sont sortis des grandes écoles aux États-Unis, en Belgique, en France, en Russie, en Chine, qui sont en Europe, et ceux qui sont en pays qui ont de la volonté, croyez-moi, avec du matériel. Avec du matériel, une bonne ration, des militaires motivés, payés, croyez-moi, au bout d'un certain temps, le Rwanda, quand il ne va plus voler les minerais, ils ne vont pas tenir financièrement. D'autant plus que les États-Unis viennent de suspendre leur aide militaire. Ils ont suspendu l'aide militaire, mais comme l'a écrit l'ami Kambalé, on a du mal à savoir la somme. Aujourd'hui, je l'ai lu tout à l'heure. Aujourd'hui, les États-Unis font des effets d'annonce. Ils vous disent, on suspend notre aide, mais ils suspendent quelle aide? Quel est le montant? Il est impossible aujourd'hui pour la presse, pour n'importe qui de connaître en fait le fonds ça c'est réservé au Rwanda par les États-Unis. Ça c'est un fait. Mais ce que je voulais démontrer... Les effets d'annonce, on les connaît. Oui, mais ça c'est un fait. Je vais tout simplement démontrer que avec les militaires motivés, entraînés et sans trahison à Kinshasa, lorsqu'on aura fermé les robinets des vols de matières premières qui est laissé volontairement ouvert par Kinshasa envers le Rwanda ne tiendra pas une guerre vis-à-vis du Congo. C'est l'opin de terre. Le Rwanda ne peut pas tenir une guerre contre un pays de 2 345 409 km². Ça c'est clair, ils ne tiendront pas. Donc, il nous faut des gens responsables à Kinshasa qui veulent mettre fin à cette guerre pour que la guerre se termine. Donc, dans ce sens, la solution politique, je suis d'accord. Mais malheureusement, quand on entend les gens du Conseil de sécurité parler, quand ils parlent des solutions politiques, ils ne les conçoivent pas telles que moi je l'ai dit. Pour eux, la solution politique, c'est aller à Kampala, négocier avec les M23 rwandais pour accepter certaines de leurs revendications. Quelles revendications vont dans le sens d'implantation de populations rwandaises à l'Est? On a vu quand même que le gouvernement, il faut quand même noter que le gouvernement congolais qui a finalement, il n'a même pas, le gouvernement congolais, pardon, refuse totalement d'amnistier un certain nombre de dirigeants du M23 qui font partie de cette liste qu'ils avaient déjà publiée. Donc, tous les cadres... parce qu'ils ont découvert sur l'État qu'ils étaient rwandais. Mais lorsqu'ils les nommaient dans l'armée congolaise, mais aujourd'hui, ils ne savaient pas qu'ils étaient rwandais à l'époque. Oui, on a l'habitude de critiquer ce gouvernement, mais aujourd'hui, on peut quand même reconnaître qu'ils ont pris une décision qui peut être applaudie, félicitée, de rester ferme sur ce point-là. Non, ils vont rester fermes parce qu'ils savent qu'avec ces gens dans l'armée, ces gens sont devenus tellement ambitieux qu'ils risquent de venir prendre leur place pour servir le Rwanda aussi. Est-ce que c'est une bonne chose? Ok.
Mais est-ce que c'est une bonne chose pour la RDC ou non, cette fermeté aujourd'hui de la RDC à Kampala? Non événement. Est-ce que Kerwin Maïso, c'est une bonne chose, oui ou non? J'ai dit c'est un non-événement. Ils sont en Kampala chez l'agresseur. Ce pays a été condamné ce pays a été condamné par comment ça s'appelle, la Cour internationale de justice, et ils nous doivent 10 milliards de dollars. Le gouvernement ne les réclame pas, ils vont aller négocier chez lui. Ça, c'est une petite révolution dans un verre. Nous voulons la révolution dans l'océan, pas une révolution dans un verre. On terminera, Kerwin, sur cette phrase. Nous voulons une révolution dans l'océan et non une révolution dans un verre. Une petite révolution dans un verre. Je pense que le message est passé. Merci de nous avoir suivis. C'était Kerwin Maïso et Roger Moussanji pour Parole de journaliste. À bientôt, Kerwin. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Il commence à faire tard à Paris. Au revoir. Au revoir.